Bonjour à vous tous, merci d'être présents pour cette rencontre cet après-midi. Le dispositif rapidement de cette rencontre, il est simple, hein. On va discuter un peu sur ce plateau-là quelques temps, chacun va un peu donner son point de vue et évidemment l'idée est de pouvoir échanger avec vous de manière spontanée et transparente, et donc vous aurez la parole quand vous voulez, sans difficulté. Je vais peut-être refaire un tout petit tour de table rapide pour peut-être préciser exactement le profil, disons, très de nos invités quand même, juste pour que vous les ayez bien en tête. Alexandre Euli est donc le patron ou directeur en chef, rédacteur en chef de Café Babel, bon, qui est un média en fait européen, participatif, qui est un site d'information, de reportage, d'enquête, de critique assez vaste, qui repose sur le modèle d'un journalisme participatif, qui est donc alimenté par un réseau d'intervenants. Ils sont assez nombreux, je crois qu'ils sont 1500 à peu près. Donc c'est un modèle intéressant qu'on pourra avec lui essayer de creuser, d'un journalisme nouveau aujourd'hui. John-Paul Lepers, vous le connaissez probablement parce que son visage est célèbre, puisqu'on l'a vu à la télé beaucoup, sur TF1 dans les années 80-90, sur Canal, un grand reporter documentaire. Et ce qui est intéressant avec lui, aujourd'hui il est rédacteur en chef et animateur d'une émission sur Arte, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Vox Pop, qui est un magazine que je vous conseille, qui est un magazine peut-être le meilleur, sinon le seul magazine sur l'actualité européenne sur une chaîne de télévision publique, qui est donc, passe tous les dimanches sur Arte, qui existe depuis 6 mois à peu près. Et par ailleurs, John-Paul a aussi, de par son expérience audiovisuelle et à la télévision, un regard intéressant justement de l'intérieur de ce monde-là, et notamment à travers l'expérience de la télé libre, qui est une télé qu'il a créée il y a 7 ans maintenant, qui est une manière aussi peut-être de réinventer d'une certaine manière une forme de journalisme politique différente, décalée, disons, des formats peut-être, ou des formats en tout cas télévisuels classiques, on peut en reparler aussi. Donc Jean-Paul est plutôt l'incarnation d'un journalisme plus politique, disons, pour le dire vite, mais on peut considérer d'une certaine manière que la politique est une forme évidemment aussi de journalisme culturel, en tout cas on peut les associer, ça sera une discussion. À ma gauche, Simon Balderouille, donc vous êtes le patron, le directeur général de Deezer France. Vous êtes entré déjà en 2009 au tout début et vous êtes le directeur général depuis 2012. Donc avec vous, ce sera intéressant. Bon, Deezer France, vous connaissez, le plus grand jukebox du monde, comme on dit souvent, une formule un peu publicitaire, mais enfin qui explique assez bien le projet de cette entreprise, qui est vraiment un modèle de streaming intéressant, et qui, de manière aussi, on pourra voir avec vous comment précisément aujourd'hui, par exemple, l'industrie musicale déploie, disons en tout cas, la manière de médiatiser finalement ses ressources à travers les médias, et comment finalement Deezer fonctionne avec les médias, on pourra en reparler. À sa gauche, Dominique Ragreb, et vous êtes journaliste vous-même, comme on le disait tout à l'heure. Vous êtes le programmateur en chef musical de la radio RTBF 1, donc en Belgique. Et ce qui sera intéressant avec vous d'analyser, c'est finalement, comme on en parlait rapidement tout à l'heure, comment vous, aujourd'hui, en tant que programmateur, vous reposez beaucoup sur ce que vous appelez le journalisme 3.0, qui est finalement peut-être un modèle nouveau qui succède au journalisme 2.0, bien sûr, sur la manière justement de médiatiser la culture à travers les réseaux sociaux. On en reparlera. Et à mon extrême gauche, Nicolas Demorand, que je ne présente pas, journaliste, longtemps journaliste à la radio, France Culture, France Inter, bien sûr, Libération, qu'il a dirigé jusqu'à il y a peu de temps. Et on verra avec lui, voilà, qu'est-ce qu'un journal, un grand quotidien, qui est évidemment confronté à une mutation compliquée, se retrouve là-dedans. Alors, je vais essayer de présenter rapidement cette table ronde, juste quelques idées pour mettre peut-être au clair, sachant que mon cadrage pourrait être décadré sans problème par nos invités. Juste quelques idées. Évidemment, la mutation de l'espace médiatique, c'est une évidence. Je pense que c'est plus un secret pour personne, c'est devenu un lieu commun. Chacun la mesure très bien, j'ai l'air dans sa vie quotidienne. Nous vivons, vous le savez bien, un changement d'époque monumental, aussi important que l'arrivée du télégraphe au 19e siècle, c'est ce qu'on dit souvent. La numérisation, la mobilité, la personnalisation de l'information sont des motifs aujourd'hui qui ont transformé évidemment le paysage médiatique, puisque pour la première fois même dans l'histoire des médias, c'est intéressant de le rappeler, les jeunes adultes ne répliquent pas l'usage de leurs parents, de leurs anciens. Par exemple, lire un quotidien de presse écrite le matin, c'est moins évident aujourd'hui pour la jeune génération. Un exemple parmi d'autres de cette transformation. Donc la presse écrite, vous le savez tous très bien, subit aujourd'hui une crise énorme. Il s'agit de voir ce qui se passe au Monde, au New York Times, etc. Aujourd'hui même, j'apprenais ce matin la disparition, par exemple, d'une revue excellente comme la revue Mouvement, une revue en l'occurrence culturelle, qui existe depuis pas mal d'années, qui voilà, doit
a terminé son aventure. Donc c'est quand même symboliquement assez important, même si c'était pas une revue, comment dire, dans l'espace le plus dominant, le plus central, mais c'était une revue qui, en tout cas, dans la sphère culturelle, avait quand même une notoriété et un pouvoir d'influence d'une certaine manière. Aujourd'hui, elle ne peut plus vivre, voilà. Donc ce modèle en crise, vous le connaissez parfaitement. Le problème, c'est qu'il est évidemment, vous le savez aussi, toujours pas compensé par le modèle du web sur lequel évidemment on espère beaucoup, mais qui n'a pas encore trouvé son modèle vertueux. Donc on voit bien qu'il est en devenir. L'audiovisuel lui-même n'est pas non plus en très très grande forme. La télévision, vous le savez bien, même si elle reste encore un média extrêmement dominant, et même si c'est un cliché maintenant de dire que la télé se perd, etc., il reste quand même très important, puisque, encore une fois, le téléspectateur moyen passe 5 heures de sa journée devant, plus ou moins, par jour. Voilà. Mais on voit bien qu'on est au début aussi d'un basculement. On a appris récemment, c'est symboliquement aussi important, que la télévision était maintenant moins regardée sur son écran que sur un mobile. Donc on voit bien que là, à nouveau, quelque chose se déplace encore et que c'est le début forcément d'autre chose. L'arrivée des nouveaux entrants comme Netflix, dont on parle beaucoup en ce moment, qui arrive en France dans quelques mois, est un autre indice finalement de cette transformation-là. Peut-être que la radio finalement résiste le mieux, on peut en reparler. C'est un média encore assez populaire et finalement qui crée encore son audience, une fidélité assez forte. Alors voilà, dans tout ce paysage un peu fragmenté, je pense que c'est assez difficile d'avoir une vision assez, très très lucide, très très mesuré. On voit bien que dans tout ça, il y a un diagnostic général qui est aussi entre deux horizons. Il y a l'horizon un peu de la rhétorique de la fin. On parle de la fin du journalisme, de la fin des journaux, comme on parlait à un moment de la fin de l'histoire ou de la fin du cinéma. Bon voilà, rhétorique, à mon avis, compliquée et à mon avis dont il faut se méfier parce que son catastrophisme, à mon avis, est un peu réducteur. Mais en tout cas, des gens, des prophètes en font beaucoup usage. Et de l'autre côté, disons qu'il y a la rhétorique, disons peut-être d'une certaine manière inversée, qui serait la célébration un peu extatique comme ça du numérique, qui viendrait changer le monde, bouleverser tout et qui serait suffisante en elle-même, ce qui est compliqué aussi. Donc dans tout ça, ce qu'il voulait, c'est que, quelle que soit la position de chacun sur ce débat-là, il y a une chose qui me paraît évidemment forte, c'est que finalement personne ne sait très bien où ce qu'on va devenir, c'est que tous les médias tâtonnent, bricolent comme ils peuvent, avec plus ou moins de succès, certes, plus ou moins peut-être de réussite en fonction de leur stratégie, mais globalement, on voit bien que chacun essaye de s'adapter aux usages qui se transforment. Éric Scherer, qui est un spécialiste de la révolution numérique, qui a une note régulière qui a un blog, Metamédia, il soulignait dans sa dernière note qu'aujourd'hui, que le basculement vers le web mobile prend tout le monde de court dans les médias, et même Google se dit surpris. C'est dire un peu l'importance finalement aujourd'hui de cette transformation qui prend tout le monde vraiment, vraiment de court, et sans que finalement, percevant malgré tout tous ces changements, on sache y répondre de manière vraiment à court terme, rapidement. Donc je pense que peut-être l'un des motifs importants de cette rencontre, c'est peut-être d'insister sur un des enjeux décisifs aujourd'hui des médias, c'est comment instaurer, ou restaurer d'ailleurs d'une certaine manière peut-être, une confiance, la confiance avec son public, avec son audience, qui reste évidemment le fondement d'une relation avec le public, le lectorat, les spectateurs. Le public attend évidemment des médias une information évidemment fiable, pertinente, mais aussi peut-être des formes nouvelles, notamment auprès des jeunes générations. Aujourd'hui, vous le savez probablement tous, mais beaucoup de nouveaux aujourd'hui médias apparaissent, des sites d'infos notamment, qui associent beaucoup journalisme et technologie, ce qu'on appelle un peu, peut-être de manière un peu simpliste, un journalisme explicatif ou un journalisme augmenté. Voilà, il y a des sites intéressants qui viennent de se lancer, comme Vox, The Correspondent, 538, bon, voilà, qui sont des sites intéressants dans le sens où on voit qu'il voulait que les formats changent, que la médiation est de plus en plus visuelle, et qu'elle tente d'instaurer un nouveau type de confiance avec les publics. Donc c'est cet engagement-là, je pense que les médias classiques aujourd'hui, qui ont perdu de leur magistère, évidemment, doivent réinstaurer. Alors la question qui se pose finalement dans filigrane, voilà, au fil de cette conversation sur cette transformation, c'est finalement en quoi la recommandation sociale aujourd'hui aurait pris la place de la critique culturelle classique dans les médias classiques qui serait porteur. Est-ce qu'on peut opposer finalement aujourd'hui cette recommandation sociale à la critique? Est-ce que l'une prend la place de l'autre? Est-ce qu'elle se substitue à l'autre? Ou est-ce que les deux cohabitent
d'une manière un peu, disons, un peu informelle, ensemble? Est-ce que c'est deux espaces qu'il faut poser? C'est des questions qu'on peut évidemment soulever. Est-ce qu'il faut faire plus confiance à ses amis ou aux critiques? Est-ce que les amis eux-mêmes ne peuvent pas être critiques? Et est-ce que les critiques eux-mêmes ne peuvent pas devenir des amis? Je veux dire, après tout, par leur texte, ils pourraient l'être. Disons que moi, c'est un peu mon idée, mais cela dit, moi, je parle de mon point de vue d'un journal de presse écrite. Mais en tout cas, c'est des questions qui se posent. Voilà. Tout ça pour dire qu'il y a du pain sur la planche, les amis. Et que peut-être, pour commencer le tour de table, je vais peut-être commencer avec Nicolas, parce que finalement, vous êtes un représentant d'un journalisme, non pas ancien, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais du coup, d'un quotidien. Enfin, vous avez longtemps dirigé un quotidien qui a évidemment été, comme les autres, confrontés à cette transformation que j'expliquais de manière un peu rapide tout à l'heure, transformation économique, d'un modèle, d'un nouveau lectorat. Comment peut-être vous pourriez préciser la manière dont finalement Libération a pu appréhender cette transformation-là? Quelles ont été peut-être les ressources et peut-être les obstacles auxquels vous êtes heurtés ces dernières années? Et comment vous voyez finalement la place finalement du journalisme, disons, aujourd'hui dans ce paysage? Merci Jean-Marie. J'ai quitté donc, comme vous disiez, Libération au mois de février dernier, à la suite d'une longue crise qui est emblématique de la crise de la presse écrite en France. Libération a été à être très profondément secouée par des crises de nature diverse. A suivi le New York Times également. Bon, ça c'est l'arrière-plan et c'est pour dire, comme on disait avant, d'où je parle. Donc je ne suis plus aujourd'hui directeur de ce quotidien. Le quotidien Libération a souffert et souffre encore des différentes crises et révolutions numériques que vient de décrire Jean-Marie Durand. On a un journal en papier qui occupe la majorité des journalistes de la rédaction. Un journal qui voit son lectorat baisser, les trends, comme on dit, structurels de baisse du lectorat des quotidiens sont de l'ordre de 7 à 10% par an. Donc ce sont des lecteurs qui s'évaporent dans le paysage. C'est pas parce que Libé perd des lecteurs que le Monde en gagne. C'est pas parce que le Monde perd des lecteurs que le Figaro en gagne. Non, c'est l'ensemble des quotidiens qui perdent des lecteurs et ce sont des lecteurs qui sont perdus pour la presse écrite. Donc vous avez des médias vieux, anciens, comme on aime aller brocarder sur Internet, des médias en tout cas qui ont une histoire, hein, qui ont un objet de prédilection, le quotidien, objet qui occupe l'essentiel de la ressource journalistique, objet qui trouve de plus en plus difficilement son public, c'est-à-dire aussi un ensemble de clients. Donc vous avez des industries qui sont tout à fait étonnantes, qui mobilisent des énergies, des savoir-faire, des compétences réelles, extrêmement fortes, extrêmement puissantes, au service d'un objet qui ne trouve plus son public. Donc ça, c'est quand même un élément tout à fait dramatique de la crise de la presse. À côté de ça, vous avez les nouveaux usages. Il suffit pas d'aller, il suffit pas enfin, il ne sert à rien de se réfugier derrière des études complexes et chères. Il s'agit juste de voir quelle est la relation qu'on peut avoir avec son propre téléphone portable, qui est devenu un lieu par lequel transitent énormément d'informations, certaines de qualité, de très grande qualité, d'autres qui sont des petites informations sympathiques ou rigolotes, avec au milieu le flot des informations gratuites, utiles et importantes. Donc, vous avez le site internet également d'un grand quotidien où passe énormément de monde. Vous avez les tablettes, les mobiles, bref, vous avez la révolution numérique. Elle, à Libération, elle était
l'ensemble de ce secteur-là était un secteur qui finalement pesait sur les épaules de très très peu de monde. Le web en tant que tel était une toute petite fraction de la rédaction papier de Libération. Et les allers-retours entre ces deux mondes-là sont des allers-retours qui sont compliqués, pas très fluides, c'est le moins qu'on puisse dire. Tant d'années après l'invention d'Internet, il n'y a pas eu encore de véritable harmonie construite ou trouvée entre les activités anciennes, celles du print, et les activités plus récentes, celles du web ou du monde numérique. Ça, c'est très très difficile parce que si vous voulez, il y a un troisième problème qui est le problème de l'argent. Derrière, ça coûte cher de faire du journalisme de qualité, ça coûte très 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 cher. Le journalisme de qualité ne trouve plus son public, pour 1000 raisons dont on peut débattre d'ailleurs, qui sont passionnantes, ne trouve plus son public. Donc les entreprises doivent trouver chez leurs actionnaires des gens qui acceptent de perdre de l'argent dans l'idée de pouvoir éventuellement en gagner un jour. Et ça, c'est pas simple, ça se trouve pas nécessairement. Donc vous n'avez plus de clients, vous avez besoin d'investissements énormes pour pouvoir maintenir une qualité de journalisme et vous déplacer sur de nouveaux supports qui pour l'instant ne gagnent pas d'argent. Vous voyez que la situation est quand même extrêmement compliquée, qu'il y a des risques du coup pour les journalistes en eux-mêmes, pour la force des rédactions, leur puissance, des risques qui sont simples, d'être obligé de faire un journalisme de moins bonne qualité, voire des risques qui sont tragiques, qui est de tout simplement disparaître. Voilà, donc ça c'est le tableau que je pourrais esquisser à très gros traits de ce qu'a été la situation de Libération et de ce qu'est peu ou prou la situation d'un certain nombre de très grands titres de presse en France. Parce que la crise existe, et ensuite je vais poser le micro, la crise existe même dans des structures capitalistiques très différentes. Le Monde est un journal infiniment plus puissant que Libération sur le plan économique. Le New York Times est infiniment plus puissant que Le Monde sur le plan économique. Mais on s'aperçoit que les crises que je viens de décrire traversent tous ces médias-là. Et qu'au fond, elles sont identiques. Et qu'il y a une guerre qui est aussi une guerre sur le temps, être capable de se donner du temps, être capable de vivre et de survivre pour espérer le jour où un modèle économique pertinent arrivera, pour pouvoir espérer être là encore. Ça, c'est pas acquis pour l'instant. Très bien, merci Nicolas. On reviendra peut-être après plus en détail peut-être sur certains détails peut-être du journal. Peut-être Café Babel, peut-être on pourra en parler avec vous Alexandre. C'est intéressant de confronter ça parce que vous êtes sur un modèle évidemment très différent, voilà, d'un journalisme nouveau, comme on le dit un peu rapidement, mais en tout cas qui fonctionne sur un modèle totalement décalé. Racontez-nous rapidement d'ailleurs déjà quand a été créé Café Babel et quel est son projet. Alors, Café Babel a été créé en 2001, donc il y a maintenant plus de 13 ans. On est en fait un des premiers pure players français, sauf qu'on n'est pas vraiment français. En fait, nous, on est directement européens. Vous parliez au début en fait de mutation. Nous, on s'est vraiment construit en fait sur les mutations à la fois de l'espace médiatique, puisque la première chose qu'on a investi nous, c'est le web. On avait beaucoup réfléchi avant de créer Café Babel en disant est-ce qu'on va commencer sur le papier. On voulait bien sûr commencer sur le papier, ça nous paraissait plus normal, plus naturel, mais on a très vite été confronté au problème de la diffusion, puisque notre ambition était de créer un média véritablement européen. Donc tout de suite, on a embrassé le web comme étant notre support favori, et finalement, ça c'est devenu assez naturel et ça s'est indiqué comme être voilà, le support idéal pour notre type de produit. Le deuxième élément, en fait, quand on parle de mutation, nous, c'est un constat aussi de mutation de l'espace médiatique et politique. Quand on a créé Café Babel, à l'origine, c'est parce qu'on était extrêmement insatisfait et on ne se reconnaissait pas dans le traitement médiatique qui était, et le traitement politique aussi, de la jeunesse européenne. On pensait en fait et on trouvait que les médias parlaient mal ou pas d'Europe,
en tout cas pas d'une façon qui nous ressemble, nous, génération Erasmus, puisque nous sommes le produit de cette génération Erasmus. On a été créé on était une cinquantaine d'étudiants à l'IEP de Strasbourg. Moi, j'étais un des rares Français. Il y avait 12 nationalités différentes. Très vite, l'idée s'est dite, il faut qu'on crée un média qui s'adresse à notre génération. Donc dépassement aussi de cet espace politique et de cet espace médiatique et embrasser les nouveaux usages du web. Et l'autre dépassement aussi qu'on a voulu initier, c'est aussi un dépassement des codes journalistiques. Alors ça peut paraître un peu scandaleux autour de ce panel de journalistes chevronnés. Moi, je ne me considère pas en fait, et je ne suis pas estampillé journaliste. Moi, je suis en fait un des directeurs et fondateurs. Je travaille bien sûr avec des journalistes, mais pour nous, l'idée, depuis le début, c'était de dire on veut aussi donner sa place au journalisme collaboratif. L'idée étant de dire que nous considérons que notre génération, que les usages en fait actuels font que la parole médiatique n'est plus le monopole des journalistes encartés dans des titres de presse identifiés. Donc libération de la parole journalistique et aussi donner la possibilité finalement à toute une frange de la population qui elle-même ne se reconnaissait pas dans les médias de pouvoir s'exprimer. Alors ça ne veut pas dire en fait qu'on ne fait pas de journalisme, parce que moi j'ai une vision assez élargie en fait du journalisme. On travaille beaucoup avec des journalistes puisque notre mode de fonctionnement est donc un journalisme collaboratif avec, vous le disiez, un réseau d'à peu près 1500 bénévoles à travers l'Europe, auteurs, traducteurs, blogueurs, même si maintenant moi je considère que les blogs n'existent plus vraiment, en fait, ils ont été absorbés par les médias sociaux. Ce qui n'empêche pas que nous avons à Paris une équipe de journalistes professionnels qui font un travail d'édition, d'augmentation, de curation de contenu. C'est aussi le maître mot qui nous intéresse, nous, beaucoup actuellement, de sélection des meilleures contributions de notre communauté et un travail aussi d'enrichissement et finalement de publication. Donc on a très tôt, à l'époque, puisque c'était il y a 13 ans, embrasser ce nouveau mouvement en fait du journalisme participatif. Donc voilà, on s'est inscrit en fait dans cette mutation-là. On a créé en fait à l'époque un produit qui était complètement inédit puisqu'on est traduit en 6 langues. Mais aujourd'hui, quand vous parliez en fait ce que Éric Scherer parlait de la mutation en fait du mobile, nous en fait on s'est créé il y a 13 ans, on est déjà vieux, je pense en fait dans notre approche, puisque finalement aussi en termes de format, on est resté en fait sur des formats relativement traditionnels, même si adaptés au web en fait. Par exemple, en fait, nous, très vite, on a dit, on essaye de limiter les articles trop longs. C'est pas forcément d'ailleurs, il peut y avoir aussi des articles, des formats longs en fait sur le web, mais on s'est aussi confronté à un problème en termes d'innovation et de renouvellement en fait des formats. Et c'est vrai que nous, moi maintenant ça fait bientôt 13 ans que je suis dedans, je considère que on n'est plus tout à fait aussi innovant que l'on était il y a maintenant une dizaine d'années. Donc je pense qu'il y a aussi une urgence et puis une accélération dans la mutation des formes journalistiques qu'on voit en fait, on la constate, mais le problème c'est qu'en tant qu'éditeur de presse, on est souvent en fait à la ramasse. On arrive finalement après que les mutations n'aient eu lieu. Vous parliez de la question en fait aussi de est-ce que les critiques se font dépasser par les réseaux sociaux, est-ce que pareil encore le monopole de la critique a-t-il été saisi par finalement la recommandation? Moi je le pense. Le problème étant que on a un problème général en fait de réactivité et de capacité en fait à embrasser ce changement le plus rapidement possible. Voilà. Donc sur la question de la mutation, moi c'est le constat en fait de Café Abel. Autant on était très innovant, je pense qu'on le reste en fait. On est un projet qui est très original dans sa ligne européenne, mais sur nos modes de production, le journalisme participatif n'est plus quelque chose d'aussi innovant qu'il l'était il y a 10 ans, évidemment. Très bien, merci. On reviendra avec vous peut-être aussi après. John-Paul, justement, peut-être c'est cohérent d'enchaîner avec vous, parce que précisément, vous avez beaucoup œuvré à renouveler un peu de cette manière une forme de journalisme aussi avec la télé libre, parce que vous avez aussi, d'une certaine manière, essayé de trouver comme ça des nouvelles manières de raconter la politique. Est-ce que cette expérience-là vous semble ressembler à la vôtre de ce point de vue-là, d'un point de vue collaboratif, sachant que l'Europe était une question que vous travaillez notamment beaucoup? C'est l'aventure collective de la télé libre. Elle a 7 ans et demi maintenant. Ça commence effectivement à peser. C'est clair que c'est quelque chose de... On est également sous forme associatif. Mais nous, c'est vrai qu'on est plus sur l'image, on est plus sur la relation et principalement sur le reportage. Moi, ce que j'aime dans ce métier de journaliste, c'est d'aller chercher
de l'information, rencontrer les gens et éventuellement, enfin, et surtout changer d'avis. Parce que je vais rencontrer des gens qui vont me dire des choses que j'attendais pas. Et nous, on survit la télé libre parce qu'on va former des jeunes. Alors, il y a des jeunes qui vont venir nous rejoindre comme bénévoles, et ceux-là, ils vont juste payer 35 € par an pour bénéficier de la structure. Et sinon, on a des partenariats avec des villes et avec la région Île-de-France, et on va former des jeunes, notamment des quartiers défavorisés, pour maîtriser ces outils, plutôt des outils d'expression citoyenne d'abord. C'est-à-dire que je pense que aujourd'hui, savoir parler dans un micro, savoir prendre une photo, savoir tourner, monter, poser des questions et comprendre ces règles en gros de respect mutuel que sont le journalisme et d'exigence mutuelle que demande la démocratie permettent en fait d'être un acteur actif, un citoyen actif, pardon, qui possède des outils. Et pour moi, c'est un vrai moment de transmission. Je suis beaucoup plus vieux que toi, et c'est un moment très agréable. Je me rends compte qu'en fait, le journalisme, le reportage, c'est vraiment une ouverture aux autres. Sur le sujet, on est très ouvert sur les sujets. On est bien sûr pas mal ouvert sur la politique, même si moi j'ai commencé comme journaliste culture. J'avais envie de faire ça, moi, et on m'a dit « t'es fou, la culture c'est nul ». Ça ne marche pas, en tout cas à la télévision, ce ne sont pas des postes qui sont pour les ambitieux, c'est des postes en gros pour les planqués, m'avait-on dit. Et je me rappelle quand j'étais à TF1, où moi je me battais pour rentrer au service culture, mais c'était très important, enfin dans les années 90, fin des années 80, le service culture a changé de nom. Bouygues venait d'acheter TF1, donc on avait vu l'État avait lâché cette chaîne. Et en fait, ça s'appelait plus service culture, mais service spectacle. Et donc, pour vous, ça vous fait sourire. Mais pour nous, on était vraiment très en colère. Parce que ça voulait dire qu'en fait, qu'on n'était plus des journalistes, mais qu'on allait accompagner en fait cette société du spectacle. Et la critique était devenue interdite. Et c'était un mouvement général, et on allait montrer comment c'était bien le show business et les artistes et les vedettes. Bien sûr, un journaliste, il n'aime pas faire ça. Donc voilà, c'est vrai que ensuite je suis allé plutôt sur la politique ou l'international, mais aujourd'hui, il y a quelque chose que moi qui me guide toujours, et d'autant plus après les élections qu'on vient de vivre en Europe, et puis qu'on est là pour parler d'Europe aussi, c'est que la culture, c'est quelque chose qui nous réunit vachement en fait en Europe. Et je trouve que profitons de cette période. Là, j'imagine qu'il y a pas mal de Français, mais j'espère aussi qu'il y a des étrangers et des Européens. Et les outils que moi j'utilise en tant que journaliste, les outils que vous pouvez utiliser en tant que, parce que je vous vois tous avec un ordinateur et vous êtes tous en train de faire autre chose qu'en train de m'écouter, ce qui est normal, c'est comme ça. Mais ouvrons les portes, quoi. C'est sans doute, sortons de notre morosité française. On a un énorme capital. On a énormément de tristesse ces derniers temps. On se demande ce que l'Europe peut devenir. Et profitons-en pour sortir. Profitons-en justement pour nous intéresser aux autres. Et je pense que c'est un des outils démocratiques les plus puissants, c'est la culture en Europe. Et moi, c'est quelque chose que j'essaie de transmettre avec l'émission sur Arte qui s'appelle Vox Pop, qui est une des seules émissions qui essaye d'expliquer un peu l'Europe, et en même temps en disant, bon là ça marche pas, là ça marche. On essaie toujours de montrer qu'il y a un truc qui va pas, puis il y a un truc qui va bien. On a, nous, une vraie responsabilité, nous journalistes, c'est de vous ouvrir au monde. Et vous, d'ailleurs, maintenant, vous avez cette responsabilité de faire passer ce que vous voyez vers les autres. On est, en ce sens qu'on est tous des critiques du monde. On est tous responsables de ça. Merci Jean-Paul. Je vais passer la parole à Dominique Ragreb, qui travaille donc, je vous rappelle, à la RTBF1 et qui, justement, par rapport à cette question qu'on a comme ça commencé à aborder du rapport d'articulation entre la critique et la recommandation sociale, a un point de vue assez intéressant, je crois, sur justement comment finalement aujourd'hui, d'après
ce que je crois comprendre de ce qu'on me disait tout à l'heure, la critique ne compte plus beaucoup, quoi. Elle reste un peu en arrière-fond et que finalement aujourd'hui les réseaux sociaux finalement ont un peu pris le dessus, n'est-ce pas? C'est clair que déjà, on est passé au journalisme 3.0. On vient d'une époque où il y avait un seul média qui donnait l'information, puis on est passé au 2.0 où il y a une réactivité par le courriel. Et puis aujourd'hui, évidemment, on est dans le 3.0, c'est-à-dire que finalement, les médias, et surtout la radio en tout cas, se nourrissent de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Internet. Il n'est plus question de donner seulement l'information, puisqu'en fait, l'information, on l'a quasiment instantanément avec notre smartphone, avec justement les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, la réflexion qu'on a en journalisme, c'est d'avoir un traitement. Il faut non plus donner l'information, mais avoir la qualité du journaliste pour pouvoir traiter cette information, et y compris sur le plan culturel, et notamment, moi je parlerai pour la musique en tout cas, puisqu'on sait que par exemple que la diffusion de la musique ou la connaissance de la musique est en pleine mutation. Il y a une étude qui a été faite il y a à peu près 1 an aux États-Unis, et la première source d'information pour la connaissance musicale, c'était YouTube. Ce qui n'est pas encore le cas ici en Europe, mais on se rend compte que déjà, en fait, les radios se nourrissent de ce qui se passe sur le web. Alors moi, je viens de Belgique, donc je vais prendre un exemple très belge. Je vais prendre Stromae. Il y a un peu plus d'1 an, il lâche sur le web une vidéo. Même sa maison de disques n'était pas au courant. C'est pour la chanson Formidable. Personne n'était au courant à part lui. Tournage avec 3 bouts de ficelle, il balance sur le web. Je crois que c'était 700 000 vues en seulement quelques jours. De fait, les médias s'emparent, et les médias ont commencé à avoir, par le réseau traditionnel, les maisons de disques, mais on est obligé de diffuser puisque ça fait le buzz sur le net. Et les maisons de disques répondent, mais on n'a même pas le single, il n'est pas question qu'on vous donne. Donc ils ont dû travailler avec l'artiste pour accepter de passer ce qui se passait sur le web. Alors, est-ce que la radio va systématiquement suivre le web? Avec le danger, évidemment, c'est qu'on ne va avoir que les gros artistes qui sont reconnus, qui ont la puissance de feu. C'est clair que quand un David Bowie lance une nouvelle vidéo, on en parle, alors que les petits groupes vont disparaître dans cette jungle. Ou alors, simplement, la radio va continuer d'être le vecteur d'une certaine culture qui est parfois régionale, voire très locale. D'autant plus que la radio, aujourd'hui, et c'est paradoxal, c'est peut-être le média qui fonctionne encore le mieux, et pourtant, c'est le dernier média analogique. La radio a tout juste 100 ans, elle n'est pas encore passée au numérique. Alors on peut parler effectivement de l'écoute via le web, mais c'est infinitésimal. Selon les pays, on est à moins de 5% par l'écoute du web. Il y a le podcast, mais ce n'est pas encore la radio. On est 90% des personnes tous les jours utilisent encore leur radio. Alors effectivement, la radio, elle passe dans cette révolution numérique, ça va arriver, puisque désormais, il y a 2 tendances qui vont se dessiner, et là, ça va être un vrai débat politique pour la diffusion justement de la culture et d'une certaine culture. C'est que soit on va passer par le réseau de téléphone, par la 4G, ce qui est déjà le cas notamment aux Pays-Bas. Alors ça veut dire effectivement qu'on sera obligé d'être dépendant d'un opérateur. C'est l'opérateur qui va décider de laisser ou pas le champ libre, ou alors on va passer à ce qu'on appelle le DAB+, c'est-à-dire que c'est comme la TNT, c'est la radio numérique. Samsung vient de lancer justement un appareil, son premier téléphone avec sa petite antenne numérique. Alors qu'est-ce que ça va changer dans la radio ? Mais c'est qu'il y aura beaucoup plus que le son. C'est-à-dire que maintenant, ce sera comme les autres médias. C'est-à-dire qu'avec votre radio, vous allez écouter, vous allez avoir toute une série de métadonnées. C'est-à-dire qu'un un clic, vous entendez, ça reste auditif. On n'est pas sur de la radio filmée. Mais vous aurez droit aussi à pouvoir aller sur iTunes, également acheter le ticket de concert, avoir de l'information sur l'artiste. Et finalement, la radio va bien s'en tirer parce qu'on va revenir, finalement, le serpent va se mordre la queue, c'est-à-dire qu'en écoutant la radio, peut-être que la radio va vous amener sur le portail et sur le web. Et alors, c'est à ce niveau-là qu'on doit effectivement, nous, en tant que programmateur musical, parce qu'on a aussi cette mission de faire découvrir les choses, c'est d'utiliser les réseaux sociaux et donc aussi de savoir défricher, et non plus seulement à travers le web, parce que la musique, ça se vit aussi en salle, en concert. On a l'exemple ici avec les nuits sonores. Voilà une musique, la musique électronique, c'est une musique, enfin, ça fonctionne très très bien, et pourtant c'est une musique qui ne passe quasiment pas en radio. C'est une musique qui est quasi absente en radio. Et pourtant, il y a une attractivité, les gens sortent, les gens bougent, les gens donnent rendez-vous. Donc ça passe uniquement par les réseaux sociaux. Donc c'est là où la radio va devoir à un moment suivre les tendances tout en ayant un côté aussi non seulement défricheur, mais rester leader d'opinion. C'est-à-dire que si aujourd'hui le journaliste culturel veut rester crédible, il ne doit plus seulement être passe-plat, c'est-à-dire en radio, on serait sur des radios commerciales qui annoncent les disques. Ils doivent oser peut-être
oser passer des artistes, oser aller chercher des artistes, les défendre surtout les artistes, en n'ayant pas peur de passer des choses qui sont peu habituelles. Ce qui n'est pas facile non plus en radio, contrairement par exemple à la presse écrite. En presse écrite, on peut lire un article sur un artiste, ça ne va pas vous déranger. Le son ne va pas vous déranger, on aime, on n'aime pas. Maintenant, sur effectivement pas mal de journaux, on fait des coups de cœur, on voit l'artiste, on peut écouter, on aime, on n'aime pas. En radio, c'est très difficile, parce que si vous passez le disque et qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, ben on zappe. Et comme on est toujours dans cette course à l'audimat, c'est toujours cet équilibre. Alors, effectivement, c'est le rôle du présentateur, du journaliste, que d'essayer un petit peu d'amener la curiosité. Et là, je crois que c'est toute la force que nous, en tout cas journalistes, on doit garder pour avoir cette différence avec le web. Très bien, merci beaucoup. Dernier intervenant de cette table, qui n'en est pas une, mais métaphorique. Simon Balderou, vous êtes directeur général donc, de Deezer France. Alors, vous êtes le seul à ne pas être journaliste parmi nous. Mais c'est intéressant parce que précisément... Et les seuls à gagner de l'argent, exact, c'est... bah oui, ceci explique peut-être cela, c'est vrai. Comment Deezer s'inscrit justement précisément dans ce paysage-là, avec encore une fois cette question comme ça de la recommandation, parce que c'est vous fonctionnez beaucoup avec les médias. Enfin, expliquez-nous un peu votre stratégie. Alors, je vais faire d'abord deux précisions. La première, c'est tout à l'heure, tu as décrit Deezer comme le plus grand jukebox du monde. Ça, c'était la définition qu'on avait en 2007. On est né en disant on a le plus grand catalogue du monde et on le met à disposition de tout le monde et la musique devient illimitée. Et on a de la musique à la demande. Ça, c'était le démarrage de Deezer. Aujourd'hui, on est toujours le plus grand jukebox du monde, mais on a la vocation à être aussi le meilleur disquaire du monde. Donc c'est vraiment ça l'évolution de Deezer depuis quelques années. Et ça, c'est extrêmement important. La deuxième précision, c'est que Deezer, ce sont des radios. Il y a une multitude de radios qu'on peut écouter sur Deezer. Et donc, on peut être en écoute passive. On peut être en écoute, ce qu'on appelle semi-interactive, c'est-à-dire qu'on a des radios et puis qui s'adaptent en fonction de ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Vous pouvez zapper certaines écoutes, passer à d'autres ou avoir être guidé par vos préférences. Et puis, vous avez surtout la musique à la demande qui fait que vous écoutez, vous tapez le nom d'un artiste ou le nom d'un titre et vous l'avez. Et ça, c'est pas de la radio, c'est plutôt le nouveau CD. C'est ce qui remplace votre bibliothèque de CD puisque vous choisissez vos morceaux, vous constituez des playlists et du coup, vous avez une bibliothèque numérique plutôt que d'avoir une bibliothèque physique. Donc le modèle de Deezer qui est né en 2007, il est maintenant, en tout cas aujourd'hui Nicolas sur la difficulté du modèle de la presse, dans le modèle de la musique, il est maintenant acquis que le modèle d'un système d'abonnement où on a de la musique de façon illimitée, c'est le modèle qui sera prédominant dans quelques années. Aujourd'hui, ça représente déjà 15% en France du marché de la musique française, donc des revenus des artistes, des revenus de l'industrie musicale. Mais c'est à peu près acquis que je ne sais pas si c'est dans 3, 5, 10 ans, mais que ce sera la très grande, voire la quasi-unanimité des revenus de l'industrie musicale. Dans quelques années, le CD sera aussi obsolète que la cassette VHS. Donc à un moment donné, vous pourrez tout simplement plus acheter dans les magasins des CD parce qu'il n'y en aura plus à vendre. Ça commencera par les lecteurs de CD qu'on ne pourra plus acheter et ça finira par les CD tout court. Et le téléchargement et l'achat de musique numérique, il disparaîtra sans doute vraisemblablement. Le meilleur exemple de ces deux mutations, c'est la Fnac qui a lancé un service de streaming et donc qui commence à expliquer qu'un jour ou l'autre, à ses clients, il n'y aura plus de CD, donc il faut les accompagner. Et le deuxième exemple, c'est Apple qui vient de se lancer également pour étudier la partie justement d'abonnement musical. Donc le modèle économique, il est prouvé, il n'y a plus aucun doute. Pour 10 € par mois, c'est évidemment plus rentable d'avoir de la musique illimitée partout, tout le temps, sur son mobile, sur sa tablette. Plus de la moitié de la consommation est sur mobile. On l'écoute sur le mobile le matin, on l'écoute sur la tablette ensuite, on l'écoute sur son ordinateur au bureau. Il y a eu un troc qui s'est fait entre l'objet et la consommation illimitée. Donc toute cette évolution, elle est évidente. Le modèle économique fonctionne bien avec la majorité de nos revenus qui sont reversés à l'industrie musicale, aux sociétés de production, aux droits d'auteur, aux artistes. Donc tout ça fonctionne plutôt très bien. Après, la question, c'est comment les services vont se différencier dans le futur. Et les 5 dernières années, ce que je disais, on est parti d'un système où il y a eu une guerre, une course au catalogue le plus riche possible. Donc maintenant, on est arrivé au bout de ça, puisqu'on a quasiment tout sur Deezer qui est disponible. On a eu une course sur le fait d'être disponible sur tous les supports. Donc on a été les premiers sur BlackBerry, puis sur Android, puis sur Apple, etc. Sur les téléconnectés. Enfin voilà, l'idée, c'est d'être évidemment disponible partout, mais on va arriver aussi au bout de cette course-là. Il y a eu une course sur le fait que l'outil doit être le plus pertinent
possible et on doit pouvoir bien organiser sa musique. Et là, on est à peu près au bout de ces courses-là. La course d'après, c'est vraiment comment on recommande, comment on joue notre rôle de disquaire, de guide, et comment on s'adapte à chacun pour que chacun ait la recommandation musicale. Et c'est là que notre rôle culturel est extrêmement fort. Et Deezer, notamment en France, de par la position qu'on a, en France, on a plus de 6 millions de personnes qui tous les mois sur son Deezer. On a ceux qui sont abonnés, qui consomment 60 heures par mois, qui écoutent 60 heures par mois de la musique, ce qui est gigantesque. On estime qu'il y a entre 15 et 20 millions de Français qui ont un compte Deezer et donc qui, de temps en temps ou régulièrement, viennent se connecter. Donc on a un rôle de prescription extrêmement fort. Et de la même façon qu'un artiste, quand Stromae veut faire sa promotion en France, ben, il essaye de faire le grand journal où il essaye d'avoir son interview dans le Parisien, dans l'IB ou dans le Monde, et ben, il vient chez Deezer, il fait sa Deezer session parce qu'on peut le médiatiser et que du coup, directement, il a une exposition médiatique extrêmement forte. L'avantage qu'on a en plus par rapport à des médias traditionnels, c'est que le modèle économique du streaming fait qu'on reverse aux artistes de l'argent à chaque écoute qui est générée. Donc si on le met en avant sur le site, il y a une corrélation directe sur le nombre de clics et donc les revenus qui sont générés, ce qui du coup facilite encore plus la possibilité d'avoir des contenus exclusifs et d'être un média extrêmement fort pour la promotion des artistes. Donc le modèle fonctionne bien. On a un rôle extrêmement important et on a vraiment beaucoup de focus là-dessus, puisque le futur de Deezer et la façon dont on va se différencier, c'est donc cette façon de recommander. Donc tout repose maintenant, beaucoup de choses reposent sur la façon dont on recommande. Et on a, nous, 50 experts musicaux dans le monde entier qui sont spécialisés par genre ou par pays. En France, on a une équipe de 3 personnes qui ne fait que ça. Les experts, c'est quoi leur fonction exacte? Alors leur fonction, c'est d'aller voir 300 concerts par an et d'écouter 12 heures à 15 heures de musique par jour. Donc c'est le métier de rêve pour évidemment celui qui adore la musique, mais donc avec une responsabilité extrêmement forte, puisque les artistes qu'on décide de mettre en avant, du coup, ça a vraiment un impact sur leur carrière, sur leurs revenus. Et on n'est pas comme dans l'industrie physique, c'est-à-dire qu'on a réussi jusque-là à avoir une indépendance absolument complète. Donc on décide de ce qu'on met en avant, il n'y a pas de système de tête de gondole ou d'imposition par les ayants droit de ce qui est mis en avant. C'est nous qui décidons de façon unilatérale de ce que les artistes veulent, de ce que nos éditoriaux veulent recommander. Après, toute l'intelligence, c'est effectivement d'avoir un système de recommandation qui pioche dans les recommandations humaines qui ont été faites, mais également de travailler sur les recommandations algorithmiques, parce qu'on doit quand même aussi proposer des choses qui sont pertinentes pour chacun. Et en fait, plus on utilise Deezer, plus on a des recommandations pertinentes, puisqu'on apprend au fur et à mesure. Donc il y a des recommandations qui sont basées sur ce que vous avez écouté, mais également sur la façon dont vous avez réagi à ce qu'on vous a proposé. On se base également sur les écoutes de ce que peuvent écouter vos amis. On se base sur la durée d'écoute des morceaux que vous avez écoutés. On se base sur est-ce que vous êtes plus sensible aux nouveautés ou au back catalogue. On se base sur globalement l'apprentissage de tout ce que votre consommation. Et on apprend tous les jours avec vous. Donc cette partie-là est extrêmement importante. Et nous, il nous semble que le mix entre la machine et l'humain est vraiment ce qui aura de plus important. Et enfin, nous, on n'a pas de quota, donc on n'a pas de règles de devoir mettre tant de musique française ou d'autres types de quotas. Par contre, on surreprésente naturellement plusieurs catégories d'écoute. On surreprésente plutôt naturellement les nouveautés par rapport à d'autres sites de streaming. Nous, on pense que la nouveauté, c'est ça qui... en fait, il y a eu une époque où les gens découvraient ce que c'était que la constitution de playlist et on retrouvait son catalogue. Mais maintenant, je pense que les gens ont à peu près compris, nos consommateurs. Donc, c'est vraiment... ils ont besoin de découvrir des nouvelles choses et on a besoin de leur faire découvrir des nouveaux artistes. Donc, c'est à la fois un sujet économique. On pense vraiment que c'est ça qui intéresse nos consommateurs. Et c'est aussi un sujet un peu plus... idéologique ou de responsabilité, ouais, c'est le fait que si on ne met pas en avant des nouveaux artistes, les nouveaux artistes ne vont pas gagner d'argent, donc ce sera toujours les anciens artistes qui en gagneront, et du coup, il n'y a plus de renouvellement de l'industrie musicale. Donc nous, on considère qu'en tant que leader du marché, c'est aussi notre responsabilité d'accompagner des nouveaux artistes, et c'est pour ça qu'on a un prix annuel qui d'ailleurs a lieu le 10 juin au Casino de Paris, où on a 3 nouveaux artistes qu'on met en avant, qui ont gagné le prix, mais on n'est pas sur un Deezer Music Awards, on est sur des nouveautés, on est vraiment sur ce que seront les artistes de demain, et donc on est vraiment sur cette partie nouveau talent, découverte, qui est un sujet fondamental chez nous. Très bien, merci beaucoup. Juste une petite précision, vos experts en question, là, vous les recrutez comment? Enfin, c'est quoi leur profil, juste par curiosité?
C'est des gens qui ont baigné dans l'univers musical, qui viennent soit d'univers de maison de disques, soit de production musicale. Très bien. Merci. Bah, écoutez, là, on a un petit... on a un peu cartographié un peu les enjeux de cette question. Donc maintenant, libre à vous d'intervenir, de poser des questions à nos intervenants. Peut-être juste une petite question, peut-être avant de vous laisser prendre la parole pour ceux qui veulent. Peut-être une question à Nicolas. On parlait des journaux, des réseaux sociaux. On a tous en mémoire encore la une de Libé il y a peu de temps. Nous sommes un journal, pas un réseau social. Comment, avec le recul, interpréter finalement cette formule qui a un peu frappé beaucoup de monde, au-delà de la polémique entre guillemets, c'est que est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu un malentendu sur ce que vous aviez prévu de faire comme projet nouveau pour le journal? C'était un texte, c'était une une, pardon, en réaction à un texte de l'actionnaire de référence de Libération qui disait effectivement que Libération était une marque et devait donc se déployer dans différents univers qui n'étaient pas les univers stricts du journal. Je pense que du coup la manchette qui a consisté à dire nous sommes un journal était la réaction d'une rédaction qui voulait dire qu'aucun développement n'est possible si on met le journal de côté. Et c'est vrai. La presse écrite est aujourd'hui obligée de se poser la question de ses diversifications possibles dès lors qu'elle ne gagne plus d'argent avec le cœur de son premier métier. Donc comment est-ce qu'on finance la production de journalisme de qualité? Jusqu'à présent, c'était en vendant du journalisme de qualité et avec de la publicité. Or aujourd'hui, on ne vend plus de journalisme de qualité et la publicité est en train de s'effondrer. Donc, il faut bien trouver des relais de croissance de substitution. Mais les relais de croissance de substitution doivent revenir dans le cœur de la machine et servir à financer cette activité essentielle sur le plan démocratique, mais peu rentable sur le plan économique, qu'est le travail d'une rédaction. Donc, je pense que c'était ça le cœur du raisonnement. Ensuite, donc dire, voilà, nous sommes un journal. Peut-être autre chose, mais d'abord un journal. D'abord un journal. Et c'est vrai que c'est le cœur de toute valeur. Le Guardian ouvre des cafés, le New York Times fait des conférences, Libé fait des conférences aussi, mais enfin, ce sont d'abord et avant tout de grands journaux. D'abord et avant tout de grands journaux. Et on ne peut pas imaginer avoir des produits dérivés du monde journalistique sans avoir un travail extrêmement puissant dans le monde journalistique. Ensuite, il faut travailler différemment. Voilà, une industrie qui ne rencontre plus son public ou ses clients est une industrie en crise profonde. Ça ne veut pas dire qu'elle doit disparaître, parce que jusqu'à preuve du contraire, le travail fait par la presse écrite est un travail qui n'est pas fait par les autres médias ou fait très différemment. La presse écrite a un rôle absolument crucial dans la structuration de l'espace démocratique, ne serait-ce que français, mais c'est valable aussi dans toutes les grandes démocraties. Bon, mais à partir du moment où vous avez une crise aussi profonde, il faut se poser quand même la question de savoir pourquoi les gens ne vous lisent plus. Ça, c'est quand même une sacrée question. La réponse, tu y apportes. C'est très compliqué. Je pense que le format en lui-même pose un problème. C'est-à-dire que moi, je lis plus les journaux en papier déjà depuis 10 ou 15 ans, enfin depuis que les éditions numériques existent. Donc je continue à lire les journaux, mais je ne vais plus au kiosque. Donc le monde des kiosques est un monde qui est extrêmement fragilisé en France aujourd'hui. Donc il ferme. Donc vous avez un produit qui trouve difficilement sa clientèle dans un réseau de distribution qui est en train de se rétrécir. Je pense qu'on n'a pas tiré la conséquence non plus de ce qu'est le fait d'avoir des informations de qualité gratuite, parce qu'on dit toujours oui, les informations gratuites sont de mauvaise qualité. C'est pas vrai. Vous pouvez être très bien informé gratuitement aujourd'hui. Donc qu'est-ce que vous offrez pour obliger quelqu'un à payer 1,60 € ou 2 € en kiosque?
C'est quand même une vraie question. Il faut stimuler cette envie-là. Or, on a parlé d'Internet, on a parlé de la télé, on a parlé de la radio, on a parlé de la musique. On n'a plus le temps. Enfin, ça prend du temps de lire un journal. Ça prend 1 heure, 2 heures. C'est un vrai problème, en effet. On n'a plus le temps. Disponible. Non, mais le temps disponible, si vous remettez Twitter, Facebook, etc., vous vous apercevez qu'il y a une concurrence parmi les loisirs numériques et que la presse, aujourd'hui, n'a plus une exception, un statut exceptionnel qui est l'outil d'information du citoyen et d'engagement du citoyen. Non, la lecture de l'information est devenue une activité numérique parmi d'autres. Or, on en a plein. Vous parliez des 60 heures d'écoute par mois. Donc, si vous voulez, l'information est gratuite. Vous trouvez difficilement, quand vous voulez l'acheter, de lieu pour le faire. Il n'est pas certain que pour 2 €, vous ayez une plus-value évidente. Et ensuite, il faut trouver le temps de le lire. Ça devient compliqué, quoi. Et pourtant, moi, je n'ai jamais autant consommé d'informations. Donc, oui, je ne vais plus au kiosque, mais je n'ai jamais été autant abonné à des journaux français, étrangers. Je n'ai jamais autant écouté de radio. Je n'ai jamais autant regardé des morceaux de télévision. Je n'ai jamais autant regardé de films, de séries, etc. etc. Donc, ce sont des mondes paradoxaux, des pratiques paradoxales. Mais quand j'entends parler du modèle économique de Deezer, que vous pouvez même parler au futur proche, mais pas seulement proche, à 3, 5, 10 ans, sont des unités de temps. Il faut bien voir que dans la presse écrite, ce sont des unités de temps qui n'existent pas. On ne sait pas dans 3 ans où on sera. Et en plus, aucune des grandes révolutions ayant percuté de plein fouet la presse écrite n'émane de la presse écrite. Twitter, c'est une invention qui n'a rien à voir avec la presse, qui bouleverse la façon de faire du journalisme. Facebook, c'est pareil. On essayait de réfléchir à un 10 heures de la presse. C'était des réflexions qui existaient au sein de tous les éditeurs de presse, où vous pourriez consommer contre un abonnement unique. Mais ça ne permet pas de faire vivre des rédactions très importantes. Les kiosques numériques ne permettent pas de faire vivre des rédactions importantes. Enfin, il y a quand même un énorme problème qui est un problème politique au sens le plus noble. Hein. Ouais. Désolé d'être aussi catastrophique. Mais oui, en même temps, oui, non, et puis mais dans une forme de mélancolie démocratique. Il y avait un débat tout à l'heure, mais c'est ça le sur la sujet. question qui confirmait exactement cette atmosphère d'éclipse, de fin. Il y a une intervention là de monsieur en face là, qui voudrait vous poser une question. Et j'aimerais simplement faire une remarque. On est quand même dans un système démocratique où la confrontation, heureusement, est acceptée. Et il faut justement la confrontation, sinon on tombe dans un système unique. Moi, je suis surpris, je ne suis pas lecteur assidu. Pourquoi, par exemple, on ne parle pas du monde diplomatique en France? Quand même, c'est le seul journal, qu'on le veuille ou non, qui a maintenant effectivement 60 ans. Il est traduit en 35 langues. Et vous pouvez le trouver dans 60 pays. Et évidemment, les 35 langues, les 60 pays, ce n'est pas un seul centre qui le fait. Chaque centre dans chaque pays le fait à sa façon, avec une base centrale qui ne comprend que 50%, le reste c'est la production locale. Donc il y a quand même un réseau de partenariat et d'appropriation citoyenne qui est assez intéressant, et en plus, à N+6, il est gratuit. Donc ce n'est pas un journal d'information, certainement en partie, mais c'est un journal d'enquête. Et la qualité de l'enquête est quand même reconnue, puisque l'appropriation par l'étranger, elle est faite régulièrement, à tel point que quand même, qu'on voulait ou non, dans le silence, on disait tout à l'heure, les choses qui se passent dans le silence et qui durent, ça fait 15 ans, 600 conférences sont organisées par an en France, avec toute une série de réseaux associatifs locaux. Pour vous dire, à Grenoble, on en fait 40. Il y a 30 associations qui sont partenaires de toutes sortes, etc. Le problème est l'appropriation de la bonne connaissance. Et j'estime que tous ces journaux de masse, actuellement, qui sont alimentés que par la publicité, qui ne vivent que par la publicité, ça veut dire la publicité contraint le contenu, qui est toujours loin de ce qui se passe de la réalité, qu'on le veuille ou non, fait qu'un certain nombre de personnes critiquent, heureusement qu'il y a des critiques en France, c'est ça qui fait quand même évoluer la qualité du débat, fait que ces genres de presse,
ça les intéresse plus. Bon, ils voient, ils sont désespérés des contenus. Moi-même, je suis abonné depuis longtemps au Monde, au Nouvel Obs, c'est un tas de choses, mais je vous assure, il y a un désespoir quand on lit ce genre de type de... Je ne dis pas que le diplôme est miraculeux, bon, mais il y a quand même un journal critique assez intéressant, et je vous rappelle quand même 60 pays traduits en 30 langues, et dont 49% du capital appartient à des associations afin que le groupe Le Monde ne contrôle en aucune façon ni le contenu ni la désignation des rédacteurs. Parce que vous avez la minorité de blocage, et je pense que ce type de médias qu'on veut promouvoir, il faudrait que les citoyens se les approprient, qu'ils aient la minorité de blocage, les lecteurs, pour qu'effectivement, ils aient la garantie que c'est une presse indépendante de qualité. Et actuellement, alors on voit, quelle est la presse indépendante de qualité? Non mais sérieusement en France, où est-elle? Enfin, chacun répond à cette question, mais voilà. J'ai l'impression qu'elle se renouvelle un peu. Enfin, je veux dire, vous parliez de publicité, le modèle de Mediapart, par exemple, pour citer cet exemple-là, et de ce point de vue-là, c'est intéressant. Je veux dire, un site d'information, voilà, sur abonnement sans publicité, qui a créé son public, hein, parce que maintenant, ils ont quand même beaucoup d'abonnés, prouve que ça bouge un peu quand même de ce point de vue-là. Enfin, je veux dire, si vous avez l'air d'être un déçu de la presse écrite, mais j'ai assisté encore aux dernières élections municipales, comment une nouvelle équipe assez originale, rassemblant des militants associatifs de toutes sortes, des réseaux ce qu'on appelle citoyens, qui n'ont jamais fait de politique, mais qui sont autant présents autour d'un certain nombre de projets, contestant ou proposant autre solution, s'est constitué autour des Verts ou des gens venant de l'extrême gauche, mais qui n'ont rien à voir avec le centre. Hein. D'ailleurs, souvent, la base a été constituée indépendamment des centres. Mélenchon n'est pas venu faire un meeting, ni le PC, ni autre. En revanche, le PS a amené tous ses leaders, etc. Et évidemment, on stigmatisait toute cette équipe, incompétente, inexpérimentée, etc. Bon, Demorand était venu lors des rencontres organisées par la Maison de la Culture, et on voyait très bien que ce sont des... Les débats étaient intéressants, mais creux par rapport aux attentes des citoyens. Et voilà une équipe comme ça, alternative, sans aucun moyen, diabolisée par la presse locale, et à chaque fois, toutes les enquêtes qui étaient faites sur les sondages électoraux, l'équipe en place était gagnante d'office de plus de 10 points par n'importe quelle équipe. À tel point que l'équipe en place, lorsqu'elle s'est retrouvée en deuxième position, elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. À tel point que, par exemple, pour parler de Safar, porte-parole du PS, il voulait discuter avec l'équipe qui a gagné, mais en restant leader. Tu vois, ça crée des automatismes et des mécanismes assez farfelus par rapport aux principes démocratiques de base. C'est tout. On ne demande pas plus que de respecter la démocratie. Point. Bon, merci pour votre remarque. Vous voulez réagir là? C'est juste que c'est très intéressant ce que vous nous dites, mais c'est un travail de citoyen, et je pense qu'effectivement les citoyens le font. Vous parlez du jugement des autres sur ce type d'expérience ou de réalité. C'est ridicule de juger. Je trouve que c'est quand on a peur que d'autres communiquent, on a tort de toute manière. Là, il marche, oui. Un mot sur la publicité. Libération a été et est toujours ce qu'on appelle un quotidien à faible ressource publicitaire. Voilà, comme son nom l'indique, de la pub, il n'y en a pas, ou peu, ou très peu, ou quasiment jamais. Donc, si vous voulez, moi, les problèmes que me posait la publicité à Libé, c'était de ne pas en avoir assez, c'était pas d'en avoir trop. Donc, même dans ce contexte-là, où vous avez du coup une rédaction qui peut travailler sans avoir à se poser la question de la publicité, de son rapport à la publicité, etc. Et Libération est une rédaction extrêmement dure sur le sujet, c'est-à-dire qu'elle défend très violemment les lignes jaunes qui doivent et les barrières qui doivent séparer le travail journalistique du travail des régies publicitaires. Donc, si vous voulez, on n'avait pas ce problème-là de relations plus ou moins incestueuses, plus ou moins compliquées avec le monde des annonceurs. Ça ne réglait pas nos problèmes économiques différents et ça ne rendait pas plus facile la fabrication d'un quotidien de qualité tous les jours.
C'est ça le problème. Le Monde diplomatique est évidemment un très très bon journal, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il a une fonction différente que des quotidiens d'information générale. Il devrait y avoir normalement de la place pour tout le monde, mais bon, la France est quand même l'un des pays, l'une des grandes démocraties qui lit le moins les journaux, hein. On est très 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 loin dans le classement des pays lecteurs de journaux. Et donc on a un certain nombre de débats qui se posent de manière spécifique de ce point de vue-là. Quand la crise de la presse touche la France, elle touche déjà un lectorat extrêmement faible. La crise de la presse touche très différemment un pays comme l'Allemagne ou un pays comme l'Angleterre. Et vous avez, juste pour nuancer le propos sur la publicité, de très grands journaux mondiaux en Allemagne, mais le Guardian en Angleterre, le New York Times aux États-Unis, sont des journaux qui sont des journaux J majuscules et qui fonctionnent aussi sur des modèles publicitaires. Donc, si vous voulez, moi, j'abordais la publicité toujours d'une manière assez cynique. Je me disais, bon, comment est-ce que telle opération faite avec tel annonceur peut faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'entreprise? C'est pas de l'argent pour s'enrichir, c'est de l'argent pour faire du journalisme. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, les relations étaient assez saines. Et puis, on a fait une une qui est restée célèbre, qui a divisé les lecteurs de Libé, où on s'adressait de manière un peu brutale à celui qui est le plus grand annonceur de France, le groupe LVMH, donc, et Bernard Arnault. Donc, quand on a fait cette une, au moment où on a appris que Bernard Arnault avait pour projet de faire de l'exil fiscal en Belgique, j'ai pas réfléchi une seconde en me disant ouais, c'est quand même le plus gros annonceur de la place et de la place mondiale même. Donc, on va peut-être faire attention et on va pas traiter de ce sujet-là de manière aussi forte et violente, parce qu'on va perdre des marchés publicitaires. Donc, qu'on a perdu, hein, d'ailleurs, puisque évidemment, la publicité ne sert pas à informer les lecteurs de l'existence d'un certain nombre de produits, ce qui est quand même la base de la publicité. Il y a une voiture qui est sortie, il y a un supermarché qui fait des promotions, il y a telle marque du luxe qui lance un parfum. Non, la publicité est aussi un moyen d'avoir un contrôle financier sur des organes de presse qui sont très très fragiles. Voilà, bon, moi ça ne m'a pas empêché d'avoir là un réflexe purement journalistique, qui était de pousser un cri de colère à la une du journal. Ensuite, comme patron d'une entreprise de presse, il faut assumer ce genre de choses. Oui, ça a un coût, la liberté, elle a un coût. Voilà. Monsieur ? Oui, pour continuer dans la même thématique que l'intervention précédente, est-ce que vous ne pensez pas que finalement il y a une corrélation entre le 15% du PS et les difficultés de Libération aujourd'hui? Est-ce que finalement cette cécité que le monde politique et médiatique a par rapport au territoire, ce qu'a expliqué précédemment l'intervenant, finalement il se retrouve là? Il y a évidemment une relation entre l'état de la gauche et Libération. Libération n'est pas le Figaro de gauche. C'est ça. Prenons l'exemple du Figaro et de la droite. Quand la droite est au pouvoir, le Figaro est le journal gouvernemental. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ils suivent, ils accompagnent, ils défendent le travail gouvernemental. Quand la droite est dans l'opposition, ce qui est le cas en ce moment, il n'y a pas de doute non plus. C'est-à-dire que le Figaro démolit tout ce que fait le gouvernement, avec un soin, une précision, une minutie qui force l'admiration. Prenons maintenant la gauche et Libération. Quand la gauche est dans l'opposition, Libération critique très violemment la droite au pouvoir. Quand la gauche est au pouvoir, Libération critique très violemment la gauche au pouvoir. Donc, si vous voulez, la relation est déjà beaucoup plus compliquée. Le journal n'est pas le Figaro de gauche, ça n'est pas un journal d'accompagnement gouvernemental, ça n'est pas un journal pro-gouvernemental, c'est un journal qui renvoie à la gauche de gouvernement
la pluralité des gauches qui peuvent exister en France, gauche associative, gauche intellectuelle, gauche militante, etc., etc. Et qui en tout cas ne se satisfait pas de ce que fait la gauche de gouvernement. Ensuite, ce qu'il y a de plus nouveau, me semble-t-il, c'est que pour la première fois, on a une gauche qui arrive au pouvoir et qui est culturellement minoritaire, électoralement majoritaire il y a 2 ans. Il faudrait en reparler aujourd'hui, mais culturellement minoritaire. Et vous avez un pays, on l'a vu par exemple sur le mariage pour tous, un pays qui n'est plus progressiste ou qui n'est plus en phase avec le progressisme classique. Et ça, c'est une crise supplémentaire pour Libération. C'est-à-dire que vous retrouvez dans une position minoritaire sur le plan intellectuel. Les idées aujourd'hui qui ont le vent en poupe ne sont pas les idées progressistes. Les idées progressistes sont brocardées, caricaturées, considérées comme européistes, droits de l'hommisme, gnangnan, cucu, etc. Donc, si vous voulez, il y a un mouvement de reflux idéologique dont Libération pâtit très, très sévèrement. Bonjour, ma question s'adresse à vous, Monsieur Demorand. Je fais des études en journalisme et j'ai l'impression qu'à vous écouter, il faudrait arrêter aujourd'hui et que c'est quelque chose qui est sur la fin. Mais je trouve ça plutôt dommage parce que votre pessimisme, j'estime que même si les supports sont pas les mêmes, le journalisme n'est pas terminé et on voit avec certains exemples comme Mediapart ou d'autres journaux américains qui arrivent à vendre leurs supports en vendant par exemple des lots de 10 articles qui vendent et après le lecteur choisit ce qu'il veut lire. Je pense que même si le journaliste se transfère sur un autre support que le papier, il y aura toujours besoin de personnes qui écrivent des articles de fond et les enquêtes, il n'y a personne d'autre que des journalistes qui pourront les faire. Et l'estimer mort si tôt, c'est dommage quand on commence un métier pareil. Non, j'ai pas dit ça. Hein. J'ai pas dit que le journalisme était mort, loin de là. J'ai dit moi aussi que je ne le consommais plus sur les supports classiques ou habituels. Et que j'avais même, par rapport à l'époque où j'étais encore attaché au fait de feuilleter, même sur un écran, un journal dans sa version numérique, et je pensais que j'étais trop vieux pour abandonner ce rituel de la lecture, du récit que propose une rédaction entre la première page et la dernière page d'un journal ou d'un magazine. Je pensais que j'étais trop vieux pour passer à un autre mode de consommation. Je m'aperçois aujourd'hui que je consomme l'information de manière désarticulée, beaucoup plus linéaire, et que je peux me passer même de la lecture de cette forme qu'est le journal, à la condition d'avoir encore du journalisme de qualité. Mon pessimisme, il est différent. Mon pessimisme, il vient du fait que j'ai dirigé une entreprise qui, pour être une entreprise de presse, n'en reste pas moins une entreprise. Et que se pose très vite et tout de suite la question du nerf de la guerre. L'argent. Et la seule question que je me posais, moi, à Libération, était comment trouver de l'argent pour faire du journalisme de qualité. Donc vous voyez bien qu'on est au fond très très proche dans ce qu'on dit tous les deux. J'essayais de débarrasser les journalistes de cette interrogation-là, en leur disant faites-vous le journalisme que vous avez envie de faire. C'est ce que j'ai toujours dit à Libération. Faites le journalisme qui vous a donné envie un jour d'être journaliste. Faites le journalisme que vous avez envie de faire lire, de partager, que vous aimeriez lire vous aussi. Faites ce journalisme-là, laissez-moi les questions d'argent, je m'en occupe, c'est mon problème, c'est mon fardeau même. Hein. Donc, si vous voulez, moi, je le disais aussi tout à l'heure, je n'ai jamais autant lu d'informations de qualité, qu'elles soient gratuites ou payantes. Je n'ai jamais autant payé pour avoir de l'information aussi. Je pense que l'époque dans laquelle on vit est une époque absolument formidable pour le journalisme. Il y a des formats nouveaux qui s'inventent, il y a des modèles économiques qui s'inventent, même s'ils sont quand même compliqués. Mais encore une fois, ça coûte cher de faire du journalisme. Et si on veut quand même payer décemment les journalistes, il faut trouver un moyen de renouer avec le contact et de renouer, même si cette idée-là a quand même progressé, avec le fait que
si l'info de qualité a un prix, ça veut dire qu'elle a aussi un coût et que ce coût-là, il faut à un moment le payer. Sinon, oui, les rédactions disparaîtront. On peut dire finalement, c'est que ce qui sauvera les journalistes, c'est le journalisme lui-même. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Il y a eu un travail de formatage, de neutralisation des écritures. Aujourd'hui, tous les journalistes, globalement, écrivent de la même manière. Un papier de journal télévisé est assez proche d'un papier de radio, qui est lui-même assez proche d'un papier de presse écrite. Moi, ce que je disais aux journalistes de Libé, qui est un journal qui au départ a été fondé par des non-journalistes, qui a fait un travail absolument invraisemblable pour sortir de l'information impassible, écrite de manière pseudo-neutre, avec distance, etc., de retrouver le plaisir d'écriture et de lecture. On achète de la presse écrite, on achète de l'écriture, donc il faut écrire différemment que dans une agence de presse. Il faut avoir plus de liberté quand on a rendez-vous avec une signature. Une signature, c'est important quand même. Bon. Donc tout ça, Internet le rend possible. C'est-à-dire que vous trouvez aujourd'hui des formats que vous ne trouvez plus dans la presse écrite, très longs, très personnalisés. Vous avez une variété de rhétorique qui, moi, comme lecteur, me semble absolument fantastique par rapport à ce qu'on appelle presse écrite jusque-là, quoi. Mais il ne faut pas prendre ça comme une menace, il faut le prendre comme une chance. Or, on peut le comprendre pour mille raisons. Beaucoup de journalistes de presse écrite se sentent aujourd'hui menacés, à juste titre, par Internet et tout ça. Jean-Paul ? Oui, c'est s'adapter à ça aussi. Hein. On est des vieux et on voit arriver des nouvelles techniques qu'on ne maîtrise pas. Ici, on a un chef qui a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert parce qu'il n'a pas trouvé de l'argent, puis aussi parce qu'il y avait des résistances aussi internes dans son journal, des journalistes qui disaient ben non, moi j'ai envie d'écrire et j'ai envie du papier. Un journal comme ça, c'est héritier d'un passé. Maintenant, quand on parle avec les journalistes, avec les jeunes journalistes, avec des jeunes qui viennent chez nous à la Télé Libre se former, moi, je les encourage à faire ce boulot. D'abord, il y a de plus en plus de supports, c'est évident. Il y a plus de radio, il y a plus il y a des rédactions, bien sûr, sur Internet. Il y a des rédactions, il y a beaucoup plus de télé. Et maintenant, c'est vrai que le coût doit baisser, c'est-à-dire que les journalistes doivent travailler plus vite. Quelquefois, même, ils ne peuvent même pas sortir de leur bureau. Et ça, c'est un vrai problème. Et moi, ce que je leur dis, et si ça vous intéresse ce boulot, le journalisme, c'est un sport de combat. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez prêts à vous battre. Il faut vous battre pour vendre votre sujet à un rédacteur en chef. Il faut vous battre pour prendre du temps pour faire ce sujet. Il faut vous battre également avec les gens qui ne veulent pas vous parler. Il faut vous battre pour éviter de vous faire manipuler. Puis après, il va falloir vous battre pour garder la sincérité de votre travail face au journal qui n'a pas de place et vous en voulez plus, etc. Mais c'est normal, ça a toujours été comme ça. Quand il y a du boulot, mais il faudra rester toujours un combattant avec des risques. En plus, vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent et puis quelquefois, vous vous ferez virer. Ou alors, vous capitulez et vous fonctionnez dans un truc et il y en a beaucoup qui baissent les bras aussi. Hein. Donc, mais ça, c'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Mais allez-y, hein, c'est super sportif. Et pour faire juste un petit parallèle avec la musique, je crois que Nicolas l'a bien dit tout à l'heure, la difficulté, c'est d'arriver à faire payer les gens. Nous, nos concurrents, c'est le piratage ou c'est YouTube. Donc, il nous a fallu du temps pour que le service soit suffisamment bon pour que les gens se disent ça vaut plus le coup de s'abonner à Deezer que d'aller juste écouter une vidéo par-ci par-là sur YouTube ou d'aller pirater parce que c'est contraignant. Je crois que sur la presse, c'est forcément plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de sources d'informations. Mais après, il faut arriver à trouver le service supplémentaire qui justifie qu'on puisse payer dans la durée ces services-là. Alors, je ne sais pas si il y a évidemment l'accès à toutes les archives, il y a le fait, j'imagine que quand il y a un nouvel article qui sort, c'est de faire un lien avec tous les articles qui sont reliés ou essayer de réexpliquer, redonner une historique. Ça, c'est des choses qu'on peut faire aujourd'hui avec le numérique ou qu'on devra être capable de faire dans les années futures, que la presse papier ne pouvait pas faire. Donc peut-être que des services complémentaires comme ça qui se développeront dans les années qui viennent permettront aux gens justement de renouer avec l'acte d'achat.
Juste une petite question, Alexandre, justement sur un peu la distinction qu'on a finalement assez du mal encore à définir très précisément entre le journalisme dit classique, le magazine de la presse papier, bon là, et le journalisme que vous pratiquez sur Café Babel, qui est un journalisme donc plus collaboratif, participatif, avec un profil différent, puisque les auteurs qui écrivent sur votre site ne sont pas estampillés journalistes en tant que tels. Est-ce que vous pourriez définir justement définir une différence à la fois dans le ton, dans la manière d'écrire, dans la manière de s'adresser au lecteur? Est-ce que vous voyez une différence quand vous voyez un article dans Libération ou peu importe dans un journal et ce qu'il y a chez vous? Est-ce que vous voyez une différence? Je vais rebondir en fait sur ce que disait Nicolas. En fait, il y a, je crois, un formatage très important fait par les écoles de journalisme et dans la presse qu'on appelle traditionnelle. Enfin, on va lire en fait la même façon d'écrire. Mais pas du tout cette impression-là. Quand les critiques au service culture de Libé ou du Figaro, bon, un peu une caricature d'opposition, mais c'est pas du tout la même manière d'écrire, de penser, de réfléchir à la culture. Alors après, chaque titre aussi va avoir en fait son axe, mais je pense qu'en termes de mode d'écriture, notamment en fait en presse écrite, il y a un moule. Qui correspond en fait au moule qui est donné par les écoles de journalisme. Moi, ce que j'ai pu aussi constater, c'est qu'on n'a pas besoin d'être passé par une école de journalisme, d'être formaté dans une école de journalisme pour faire du journalisme. Je pense que le journalisme, il va dépasser la simple mon employeur est un journal, donc je suis journaliste. Non, moi je ne suis pas d'accord en fait. Donc après, qu'est-ce qui va définir ce que l'on fait du journalisme ou on ne fait pas du journalisme? Est-ce que le journalisme participatif est du journalisme? Est-ce qu'il faut opposer les blogueurs aux journalistes? À mon avis, c'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est comme s'il y avait avant des anciens journalistes qui étaient des sages et des nouveaux qui étaient des rebelles qui poussaient les codes. Je ne suis pas d'accord. Donc, un autre exemple aussi, en fait, l'exemple de Libération, qui est un journal qui a été fondé à l'origine, qui était finalement participatif, enfin, qui était fondé par des non-journalistes, c'est intéressant. Les radios, les radios libres étaient aussi démarrées d'une volonté en fait, des citoyens de s'approprier cet espace médiatique et de pouvoir eux-mêmes s'exprimer. Monsieur parlait en fait du monde diplomatique, d'un journal qui appartient à un sélecteur. Voilà, on est en fait dans une démarche où, en tout cas nous, à Café Babel, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a pris les choses en main. On s'est dit, voilà, en tant que citoyens, nous ne sommes pas heureux avec le traitement qui est offert à notre génération et des sujets qui nous tiennent à cœur, on va créer notre média. Donc finalement, ce qui a changé aussi par rapport à il y a 20 ans, c'est qu'aujourd'hui, nous avons encore plus de capacité de devenir nos propres médias. Nous sommes finalement les médias. Donc je crois que le débat, en fait, qu'est-ce que le journalisme, qu'est-ce que n'est pas le journalisme, intellectuellement, il est certainement intéressant. Mais dans les faits, quand on parlait de 10 heures, le travail en fait de sélection, de recommandation, c'est ça dont on a besoin. Moi, je pense aussi que la fonction de journaliste en fait s'est réappropriée. Aujourd'hui, la valeur ajoutée, et là je parle en termes économiques, n'est plus dans l'article produit, elle est dans la dans la capacité de pouvoir sélectionner, de pouvoir améliorer des contenus et de pouvoir dire ça, je recommande parce que c'est bon et je peux argumenter derrière. Aujourd'hui, en fait, finalement, la mission du journaliste, c'est de faire un tri par rapport à un flux d'informations énorme auquel tout le monde a accès, et de pouvoir dire, voilà, moi, c'est une lecture que je propose. C'est organiser finalement l'information. Donc je pense qu'on réinvente, et on réinvente les fonctions du journalisme, mais au final, ce débat, est-ce que c'est du journalisme ou c'est pas du journalisme? Moi, je ne saurais pas le trancher, honnêtement. On n'a plus que 2 minutes, à peine, donc si quelqu'un veut... Oui, monsieur? Oui, je vais lire ma question parce que je n'ai pas votre aisance orale. Vous parlez de crise de la presse qui serait due en partie à Internet, qu'on serait sur un problème de format. Pourtant, je pense qu'on n'a jamais passé autant de temps à chercher l'information et la vérité, en fait. Je pense qu'un film comme Les Nouveaux Chiens de Garde, par exemple, a vraiment fait son chemin et que, pour ce qui est de ma génération, je pense que ça nous a marqué. Du coup, ma question, c'est à force de rechercher l'audimat, est-ce que vous ne l'avez pas perdu en oubliant d'apporter le fond et la vérité ou une vérité? Il n'y a pas tellement de gens qui cherchent l'audimat ici même, je crois. ni la vérité d'ailleurs. Hein. Non, moi sur la question. Enfin, bon, moi j'ai travaillé à France Culture, à France Inter, dans la télé de service public, à Libé. J'ai jamais eu de problème ni d'état d'âme dans le fait de voir que l'audience des émissions que j'animais était en augmentation. Moi, je vis comme un drame l'effondrement du lectorat de Libé.
l'effondrement du lectorat de la presse écrite. C'est pas parce que, pour finir, on écrira des journaux pour les lire entre nous dans les rédactions qu'on sera content. Donc un journal qui ne trouve pas son public, c'est un journal qui est en train de mourir. Donc si vous voulez opposer journalisme de qualité qui ne se vend pas à journalisme de mauvaise qualité qui trouve son public, c'est une alternative qui est fausse et tellement sommaire qu'elle ne rend pas compte de la réalité. Il y a des journaux dans le monde entier qui se vendent énormément, qui ont des lectorats de masse et qui sont d'excellents journaux, qui font un travail journalistiquement de très très grande qualité. Donc si vous voulez, il ne s'agit pas de viser l'audience de The Voice, il s'agit simplement d'accroître, en faisant du travail de qualité, le public auquel vous vous adressez. C'est important en démocratie de pouvoir s'adresser à des larges publics. Et voilà. Je me permets, mais est-ce que vous ne pensez pas du coup qu'on est plutôt sur une crise de confiance avec votre... Ah non, il y avait l'audience aussi. Alors sur la confiance, oui. Bah, justement, c'était ça le propos aussi. Le propos, c'est de dire que vous cherchez l'audience et que de fait, vous avez perdu la confiance parce que vous avez perdu le fond. Vous comprenez ou pas du tout? Mais évidemment que je comprends, mais je continue à trouver ça faux. Audience et confiance peuvent se croiser à certains endroits. Oui. Ça peut se croiser à certains endroits, je suis d'accord, mais je ne suis pas certain que ce soit le carrefour principal. C'est-à-dire que la défiance à l'égard du monde journalistique est une défiance qu'on voit s'exercer aussi à l'égard du monde politique, et une défiance qu'on voit s'exercer plus largement auprès d'un certain nombre d'élites, auprès d'un certain nombre d'institutions, y compris scientifiques. Il y a une défiance, moi, qui m'étonne toujours, c'est la défiance, par exemple, qu'on voit ressurgir à l'égard des vaccins. C'est un élément aussi très étonnant dans les nouvelles formes du débat public. On pensait que la culture de la vaccination était un acquis au pays de Pasteur. Elle ne l'est plus nécessairement ou plus aussi facilement qu'avant, ou en tout cas elle est contestée. Bref, donc oui, il y a une défiance évidemment à l'égard des journalistes, mais je ne pense pas que cette défiance soit liée à des questions d'audience, puisque l'audience, pour prendre celle de la presse écrite, n'a jamais été aussi faible, et la défiance jamais aussi forte. Donc si vous voulez, c'est pas parce que les audiences sont fortes que je pense qu'il y a une relation de très forte confiance entre les téléspectateurs du journal de 20h de TF1 et TF1. Je pense qu'il y a une relation très très forte. Je pense qu'il y a une relation de confiance, ça c'est le baromètre annuel de la Croix qui le démontre, il y a une relation de confiance extrêmement forte entre la radio et ses auditeurs qui voient la radio comme l'espace d'un journalisme de qualité. Or les audiences de la radio en France sont absolument colossales encore, hein. Donc si vous voulez, je pense que la défiance est un phénomène qui peut toucher du doigt la vaste question de l'audience, mais ne s'y résume vraiment pas. Ça marche pas? Ouais. Juste pour conclure, je vais être sympa, je vais citer un collègue, vous voyez, Xavier Delaporte, qui tient une chronique sur France Culture chaque matin, justement, sur les questions numériques, et qui vient d'être nommé nouveau rédacteur en chef de Rue 89. Bon, on est un peu dans notre sujet. Je vais le citer juste, il a fait un édito excellent sur la crise de la presse hier, qui était vraiment un peu dans notre sujet. Et il défendait justement, il disait qu'il en avait marre de cette rhétorique de la crise de la presse, etc., dont on vient de parler pendant 1h30. Mais bon, on n'est pas un paradoxe près. Et il concluait sa chronique en disant ceci: bien sûr, l'idée même d'un journal de référence n'est plus de mise. Bien sûr, nous lisons tous de manière morcelée à n'importe quelle heure, tout le temps. Bon, voilà, on l'a dit. Bien sûr, chacun se constitue son information avec des morceaux qu'il va attraper à droite, à gauche. Bien sûr, ça peut poser des problèmes pour établir un langage commun. Bien sûr, on a souvent le sentiment d'être un peu largué, de ne plus savoir où il faut aller, ce qu'il faut lire. On vient de dire ça, tout ça. Mais s'il y a une chose dont je suis certain, dit-il, c'est que dans quelques années, quand tout sera stabilisé, quand à nouveau il y aura des lieux de référence, on se remémorera avec nostalgie cette époque délicieuse où chaque semaine, quelqu'un, quelque part, pensait révolutionner le journalisme. Je pense que c'est assez juste dans la manière de cartographier ce moment-là.
Et voilà, donc je pense que c'est une manière de conclure, c'est-à-dire de ne pas conclure, c'est-à-dire que tout est ouvert, qu'il faut réinventer le journalisme en permanence. Finalement, que la seule assurance vie du journalisme, c'est innover, c'est l'innovation, et on est tous confrontés à ça. Vous les jeunes, bientôt, nous les vieux, de toute façon on est déjà morts. Et merci beaucoup d'avoir été participé, merci à nos invités.